Sur les routes de la soie, moi je pense que la Chine va quand même être en retrait pour des raisons de financement. Je pense qu'en revanche, on va avoir une concentration des moyens dans le voisinage plus immédiat de la Chine, Asie centrale, Iran, Afghanistan peut-être. Et que donc d'une certaine façon, cette concurrence-là, elle va être moins présente au Moyen-Orient. En Europe, la Chine restera. C'est là que le jeu stratégique va être plus compliqué à démêler. Ce que je trouve très compliqué à penser sur la confrontation stratégique avec la Chine, c'est finalement si l'Europe joue ses propres intérêts ou si elle rejoint le train américain. Et ce qui me préoccupe encore plus derrière ça, c'est la stratégie indo-pacifique et l'idée que brusquement tous nos concepts stratégiques doivent être entièrement réorientés vers l'Indo-Pacifique parce qu'on a cette idée d'une confrontation sino-américaine. Donc ça, c'est autre chose. Donc c'est très intéressant de mettre le Moyen-Orient au milieu, mais il ne faut pas oublier que le Moyen-Orient, pour le moment, c'est un lieu où les guerres ne sont pas finies, où les États faillis se multiplient et où donc en réalité l'intérêt à investir est très faible. Et pour le moment, ceux qui s'apprêtent à investir au Moyen-Orient plus massivement sont soit ceux qui ont une aversion au risque très importante, les Chinois en font pas forcément partie, soit les États du Golfe pour des raisons politiques. Et là, on aura des questions d'alliance à décider, effectivement. Mais avec un Irak pas du tout stabilisé, une Syrie qui n'est pas du tout réunifiée et qui est un quasi-failed state, le Liban qui est en train de devenir un failed state, l'Afghanistan dont on ne sait pas quelle sera la forme étatique à l'avenir, etc. Je pense qu'en réalité, ce n'est pas là que va se jouer vraiment la confrontation stratégique sur les questions économiques, en tout cas. Donc ça d'une certaine façon, je pense que c'est quelque chose qui se dessine plus clairement post-Covid pour des raisons économiques, tout simplement aussi. Dorothée, je vais plus loin. Au fond, Américains comme Européens, comme les Turcs, ont un intérêt primordial d'un minimum de stabilisation du Moyen-Orient. Oui, bien sûr, mais comment on va le faire? Et c'est là qu'évidemment jusqu'à maintenant de concept ou de stratégie, pour prendre ce gros mot presque. Il n'y a pas, pour le moment, du tout, pour moi. Il y a un autre domaine qui pourrait aider à ce qu'on trouve finalement à moyen terme une certaine entente, c'est l'Afrique. Alors ça, c'est la question de Denis, D'un côté, je vois la Chine, qui est présente plus que jamais dans une bonne trentaine d'États africains. Certains disent déjà, c'est déjà le sommet est derrière nous, c'est une descente lente de nouveau. Les Chinois se sont trompés en Afrique, mais les Européens n'ont pas de concept de l'autre côté pour une nouvelle politique vis-à-vis de l'Afrique. D'où, pour moi, une urgence et, en même temps, ce que j'ai appris lors de notre dernier colloque à Istanbul, cette nouvelle présence de la Turquie en Afrique. D'où, je dirais, une possibilité d'un dialogue entre Européens et Turcs sur une certaine coordination, du moins une concertation sur nos politiques en Afrique, pour contrer en partie la Chine. Oui. Ça, c'est une possibilité, mais de l'autre côté, je pense un dialogue sur le Moyen-Orient ne pourra avoir lieu qu'au sein de l'OTAN, en premier lieu. Et ensuite, en second lieu, à l'échelle européenne. Et là est l'espoir, j'ai un certain espoir, malgré ce que j'appelle la non-relation actuelle entre la Turquie et les États-Unis. Ce qui est un problème de fond. Et de l'autre côté, les Turcs, ce que j'ai vu au sein de l'OTAN, étaient les plus fidèles des Américains, toujours, dans le passé. Et les plus sceptiques face à toute idée de défense européenne. Même adversaires, à la rigueur. Et il y a tout un dialogue à moyen terme à développer. Peut-être l'Afrique peut nous aider à cet égard. Ou contrer la Chine pourra nous aider peut-être à cet égard.
Pour rebondir sur ce que vient de dire Joachim, je pense tout d'abord qu'il est trop rapide de parler de l'Afrique, du Moyen-Orient, parce qu'en réalité, il y a autant de cas de figure que d'États, avec la multiplication des États faillis, avec les situations de guerre qui se poursuivent. Donc, nous n'avons évidemment pas le temps de décliner cas par cas, mais faisons attention à ne pas trop généraliser. Mais la question que je voudrais poser, c'est est-ce que c'est une vue de l'esprit que d'imaginer ou d'essayer de promouvoir une politique extérieure de l'Union européenne au sein de laquelle nous pourrions considérer que la Turquie est un point d'appui, est un allié ou un partenaire plutôt, un partenaire utile, nécessaire à nos propres intérêts, ou au contraire, considère-t-on que pour les 5 à 10 années à venir, cette perspective est totalement utopique et ne donnera pas de résultat. En d'autres termes, oui ou non, l'Union européenne va-t-elle enfin être capable de se projeter de façon efficace, positive, sur un certain nombre de dossiers extérieurs, alors des pays du Moyen-Orient, des pays d'Afrique, et si nous voulons multiplier la puissance, parce que pour moi la puissance n'est pas un gros mot, européenne, est-ce que nous considérons que la Turquie peut être un partenaire efficace et multiplicateur de puissance ou non? Mais nous aimerions avoir ta réponse, Didier. Donne-la-moi, s'il te plaît. Alors, d'abord sur l'Afrique, on va avoir un test pour la présidence française, puisqu'on aura un sommet UE-Afrique, Union africaine-UE. C'est une priorité de la présidence française. Et c'est un des lieux où on a un développement de la compétition franco-turque, malheureusement. Malheureusement, parce qu'effectivement, je pense que la Turquie, c'est l'acteur qui a le potentiel de développement de partenariat le plus élevé en Afrique. C'est très évident parce que ça couvre absolument tous les domaines. Ça va de la diplomatie aux coopérations en matière de défense, en passant par toutes les coopérations économiques, coopérations religieuses. Police, terrorisme. Oui, bien sûr, tout. sur la sécurité vraiment stricto sensu. Culturel. La difficulté, c'est que jusqu'à présent, les Turcs n'ont pas joué tellement coopératif. Et c'est là qu'on peut aussi renverser la perspective en se disant que l'Union européenne propose un agenda positif à la Turquie. On pourrait attendre de la Turquie qu'elle propose un agenda positif à l'Union européenne. Moi, j'adorerais avoir un document turc qui nous dise voilà ce qu'on entrevoit pour l'avenir de nos relations et voilà la façon positive dont nous allons contribuer à l'Union européenne. Pour le moment, sur Takuba, ce que suggérait Denis Verret, il se trouve que les Français vont amener les Grecs sur Takuba. Ils sont désireux d'y aller. Les Turcs jouent leur propre jeu. Les Turcs sont aussi dans une relation triangulaire avec la Russie. Ils ne veulent pas se retrouver dans des situations de confrontation avec les Russes sur des terrains, de nouveaux terrains un peu délicats, alors qu'on est allé vraiment déjà assez loin en Libye, qu'on a trouvé un arrangement dans le Caucase, et qu'en Syrie, à Idlib, c'est quand même très très chaud, pour dire le moins. Donc je ne suis pas sûre que ce sera très simple pour les Turcs de s'aligner en Takuba, alors qu'ils sont en train de chatouiller les Russes sur l'Ukraine, à nouveau quand même aussi très, très fort. Donc il y a un jeu d'équilibre au sein de la matrice stratégique turque sur lequel nous, on n'a pas vraiment de levier. Mais je suis entièrement d'accord avec Dorothée. Ce serait vraiment le geste qui pourra peut-être aider à décrisper tout un certain nombre de dossiers. Les gars, je suis d'accord. Et hélas, dans cette région, ce serait excellent d'avoir un minimum de concertation entre l'Union européenne et la Turquie, avec des avis, je dirais, contraires. Jusqu'à présent, regardez l'attitude turque en Bosnie-Herzégovine qui dérange quelque part les Européens, et ça depuis quelques années. Mais hélas, surtout dans ce domaine, et vu aussi l'attitude de la Russie ces dernières années, plus, je dirais, à leur façon défensive, mais ça nous paraît agressif, mais pour eux c'est défensif, ils veulent défendre ce que j'appelle leur zone d'influence, si l'on veut. Et pour nous, c'est agressif, oui, mais où nous avons objectivement un intérêt
d'un minimum de concertation avec la Turquie. C'est l'ouest des Balkans, tout d'abord. Moi, je commencerai là. Et l'autre domaine également, c'est l'Ukraine, où nous avons besoin, et sur l'Ukraine, c'est plutôt la place au sein de l'OTAN qu'au sein de l'Union européenne. Mais également, évidemment, il y a la nécessité d'un dialogue, finalement. On ne l'a pas. Et là, Denis, tu as raison, il y a au fond une obligation franco-allemande de s'occuper davantage de ces domaines-là qui ne sont pas, je dirais, pas les plus enthousiastes, si l'on veut, mais ce sont des domaines où il y a un intérêt vital des Européens et des Turcs en même temps, d'apaiser, d'arriver, je dirais, du moins à un modus vivendi dans les années à venir. Et à partir de là où on pourrait décréter une coopération. Ils sont pris entre l'influence russe et l'influence turque, mais avec aussi des investissements chinois massifs. Donc on a vraiment une Europe qui est complètement sur la défensive dans cette zone, avec maintenant des bruits de bottes à nouveau. Donc vraiment, une impression qu'on est complètement incapable de faire face à ce danger de retour de guerre finalement dans les Balkans. Donc c'est vrai que ça va devenir, un petit peu comme l'a été la Méditerranée orientale, un lieu d'alerte absolue où on va se concerter au dernier moment quand il y aura une catastrophe. Alors c'est vrai que l'idée d'une conférence sur la sécurité européenne est évidemment très séduisante. Moi je prêche pour une conférence stratégique avec la Turquie de toute façon. Ça, je pense qu'il y a un moment où il faut que, dès qu'on aura un répit, on décide qu'on ouvre un vrai exercice constructif de dialogue stratégique avec la Turquie. Parce qu'aujourd'hui, le dialogue politique, il a lieu au sein de l'OTAN. L'OTAN est devenue l'enceinte de dialogue politique. L'Europe, c'est l'enceinte de dialogue technique. Or, le dialogue technique n'avance pas puisque l'adhésion est bloquée sur un certain nombre de sujets pour de bonnes ou de mauvaises raisons, y compris pour de bonnes raisons, parce que les réformes sont évidemment beaucoup plus difficiles dans des moments de faible croissance, etc. Et aussi parce qu'on a multiplié les lieux de dialogue avec la Turquie. C'est-à-dire que faire le pacte sur les réfugiés d'un côté, l'adhésion de l'autre, ça complique énormément, la multiplication des guichets complique énormément la perspective. Donc je trouve que vraiment on a besoin d'une réunification de notre vision de la Turquie. Et c'est quelque chose dont le haut représentant avait parlé, c'est quelque chose dont Tayyip Erdogan a parlé. Le problème, c'est les États membres, pour le moment, qui à chaque fois sont pris dans des calendriers électoraux serrés, divergents, avec des populismes variés aussi, qui font que le sujet turc devient un sujet diabolisé ici et là systématiquement. Mais quand on s'intéresse à des pays qui sont très importants aussi au sein de l'UE, qui ne sont pas le directoire franco-allemand. Et après le Brexit, où vraiment on s'adresse, tout retombe sur la France et l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on a ensuite en deuxième ligne ? Bon, pour les Français, on a comme alliance traditionnelle possible l'Italie, l'Espagne. Bon, c'est deux pays qui ont une attitude vis-à-vis de la Turquie qui est beaucoup plus nuancée que la France. Alors évidemment, ensuite, on va aller regarder du côté de l'Est. On a la Pologne, la Pologne et la Hongrie, avec lesquels on a des sujets de valeur européenne. Donc pour le moment, le pari de Macron, c'est de reconstituer une sorte de club méditerranéen européen pour relancer une sorte de moteur stratégique. Bon, je ne sais pas jusqu'où ça tiendra, mais pour le moment, il fait ça parce qu'on a aussi une majorité démocratique stable en Grèce après des années de crise, un gouvernement Draghi avec lequel il s'entend bien en Italie, avec lequel il vient de signer un traité qui compare au traité de l'Élysée, excusez du peu, même si c'est une comparaison qui semble un peu exagérée. L'Espagne qui a l'air d'arriver à remettre un petit peu de baume sur toutes les difficultés de relations internes, Catalogne, Madrid. Bon, donc pour le moment, le pari de Macron, c'est d'aller voir un peu au sud de l'Europe. C'est pas forcément mauvais pour la Turquie en soi, si on a la réconciliation gréco-turque. Et alors après, il faut qu'on tombe dans le micro, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de Chypre, là, on n'a pas parlé des négociations sur la mer Égée. Tous ces sujets-là, ils sont pour le moment pas en haut de l'actualité, ils ne sont pas à la une des journaux à nouveau, quoique Chypre risque de l'être dans quelques jours. Mais ce sont des foyers de problèmes constants. Et ça, c'est des sujets qui intéressent à la fois l'Europe et la Turquie, dont il faut qu'on discute ensemble, vraiment sérieusement, de manière globale, je pense.
qui pourrait aider, c'est le fait, Denis, que la présidence française semble s'orienter concernant la taxe carbone aux frontières vers une solution au sein de l'OCDE. De passer par l'OCDE, ça pourrait aider la Turquie à cet égard, de s'intégrer dans un tel mécanisme. Oui, ça, je suis d'accord. Alors d'abord, évidemment, sur la taxe carbone, oui, il faut absolument aller chercher les Turcs là-dessus. C'est très très important. Le Green Deal, c'est très important parce que en fait, c'est ça que Macron a en tête quand il parle de nouveaux moteurs de croissance pour l'Union européenne. Et la Turquie est intégrée dans l'espace économique européen à travers l'union douanière, les investissements européens en Turquie. Donc c'est extrêmement important d'embarquer la Turquie sur ça, sur cette dynamique, dont même si la conclusion de la COP26, c'est que les États ont du mal à se mettre d'accord, en réalité on voit que la dynamique est partie du côté des entreprises, des sociétés civiles, des villes, etc. Il y a quand même une conscience aiguë qu'on a perdu beaucoup de temps et que maintenant on a une urgence climatique. Donc les coopérations entre villes, c'est aussi un sujet dont il faut parler avec la Turquie. L'agenda vert, il est très présent au niveau local. Donc ça, c'est très important, je pense aussi, de travailler sur les coopérations entre collectivités locales. Je ne vois pas les Américains abandonner cette arme vis-à-vis de tout autre pays. Et même si les Américains se trompent, exemple, c'est le cas de l'Inde. D'où viennent les Indiens? Les Indiens ont été armés dans le passé, surtout par les Soviétiques, ensuite par les Russes. L'Inde a seulement quitté il y a 10 ans le Gosplan, s'il en veut, en économie, avec une certaine caricature, oui. Mais l'Inde devient lentement une économie de marché, s'il en veut, et de les punir à ce moment-là, c'est pour moi totalement faux, et contre les intérêts américains et contre les intérêts européens. D'où, pour moi, il y a un domaine où il faut un reset, un véritable reset, comme on dit en politique moderne, c'est entre l'Union européenne et les Américains. Il faut un véritable débat euro-américain sur la politique économique et financière internationale et la coopération à cet égard. Il faut. Et je vais aller plus loin. Si on veut développer ce que j'appelle complémentarité, autonomie, OTAN et défense européenne, il faut un véritable dialogue avec les Américains pour savoir, chers Américains, jusqu'où allez-vous tolérer ce que les Européens vont faire et où allez-vous même coopérer, nous encourager, Il faut définir un certain nombre, je dirais, de frontières et limites à cet égard, oui, mais c'est l'intérêt européen. Et moi, j'ai l'espoir que les Européens aient le courage, du mois préparant le sommet de l'OTAN du mois de juin, d'entrer dans un tel débat avec les Américains. Pour moi, ça n'a pas de sens autrement, parce que lorsque vous regardez la majorité des alliés de l'OTAN, qui sont en même temps au sein de l'Union européenne, leur premier réflexe en matière de défense reste l'OTAN. C'est-à-dire le franco-allemand reste relativement seul quelque part, sauf si je parle avec les militaires allemands, ils sont en majorité encore sceptiques face à l'approche française. Il faut le dire honnêtement. Il y a la méfiance qui règne à cet égard, de part et d'autre. Qu'est-ce que les Français veulent en réalité? Mais je pose la même question aux Américains. Jusqu'où tolérez-vous une approche européenne qui est nécessaire vu votre attitude? Et là, il y a un débat, pour moi, qui est primordial, c'est entre Européens et Américains. Et à partir de là, on peut toucher certains sujets qui font mal, y compris l'extraterritorialité. Mais je ne vois pas du tout que les amis américains vont abandonner ce principe, surtout à un moment où les Chinois ont introduit les mêmes moyens de leur côté pour contrer les Américains. Et là, on est, je dirais, sur une tendance qui me semble, pour
le commerce international, pour le multilatéralisme même limité, assez dangereux. Dorothée, Oui, effectivement, je ne pense pas que les Américains vont lâcher le joystick des sanctions de sitôt, parce que finalement, c'est un instrument souverain qui permet de fragmenter l'influence de Aussi manière pour extrême. le Sénat, c'est pour le Sénat, dans le jeu politique intra-américain. Oui. Je voulais remercier tout d'abord bien l'Institut du Bosphore et la Maison de l'Europe de nous avoir permis de nous rencontrer ce matin pour avoir abordé toute une série de sujets. Merci à Dorothée, merci à Joachim pour leur contribution, pour nous avoir ouvert plusieurs pistes de réflexion qui sont évidemment à creuser, à travailler, non seulement pour les 6 mois à venir, mais beaucoup plus largement pour les 5 à 10 ans, parce que je pense que les problématiques qui ont été ouvertes ne vont pas se régler au cours d'une présidence, quel que soit le président en question. Et donc, un grand merci à vous tous pour votre participation et bonne fin d'année.